Bien, bonjour à tous, je m'appelle Fabien Robineau et on m'a demandé d'animer une table ronde, un échange avec des intervenants qui vont venir se présenter à vous pour partager les éléments qui fondent leur point de vue dans quelques instants. Et vous voyez l'intitulé «L'écosystème augmenté quand l'international devient le moteur de la croissance d'un écosystème». Et on s'est posé la question de savoir finalement comment on comprenait ce thème avec nos intervenants et on s'est dit si on pourrait peut-être tenter un coup qui consiste à le recomposer, c'est-à-dire à dire finalement comment les écosystèmes sont le moteur du développement international. Et donc finalement, on voit bien que la question qui nous est posée, c'est est-ce que si je suis bien installé quelque part, ce quelque part m'ouvre ou non à d'autres ailleurs. Je ne sais pas comment le dire mieux, mais je pense que c'était suffisamment clair comme ça. Et ce qui est intéressant, alors moi, la particularité, je crois que c'est ce qui va fonder mon point de vue dans cette table ronde, c'est que j'ai débarqué chez Ernst & Young en 98 dans un truc qui s'appelait l'ASE. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Accelerated Solutions Environment. Et en fait, c'était un réseau de centres mondial complètement centré sur l'animation d'écosystèmes ouverts au service de grands projets de transformation. Et ce réseau mondial avec un footprint nord-américain, une dizaine de villes en Europe, 4 ou 5 villes en Australie, en Chine. On est allé même jusqu'au Japon, ça n'a pas duré très longtemps, extrêmement compliqué de s'établir là-bas. Cet écosystème, cet ensemble, ce réseau de centres avait pour objectif de permettre aux grandes organisations de mobiliser l'ensemble des acteurs clés de leur chaîne de valeur, internes et externes, dans des programmes extrêmement concentrés pour accélérer la conception et la mise en œuvre de grands programmes de transformation. Alors, on s'est arrêté de compter à 25 000 programmes. C'est encore une des pratiques aujourd'hui très actives dans un certain nombre de grandes organisations. Ce que j'en ai tiré pour notre thème d'aujourd'hui, c'est que fondamentalement, le périmétrage de cette notion d'écosystème, d'ailleurs, moi je me pose la question de savoir pourquoi on ne parle pas de système. Est-ce que la défense est un système ou est-ce que c'est un écosystème? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? On en a parlé tout à l'heure, un architecte dont j'ai oublié le nom, a été assez clair sur le sujet. La dimension biologique, c'est-à-dire tout ce qui crée ce qu'on ne peut pas planifier. Et qui fait la différence entre un système finalement et un écosystème. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans la connexion à l'international et de quelle façon on va se doter de la capacité à accompagner, et je vais m'arrêter là-dessus, une tendance extraordinairement forte, qui est que tant que finalement on était avec du brick and mortar industriel, du gros et du lourd, l'implantation internationale, elle se posait dans des termes que bon nombre d'entre nous connaissent ici, à savoir mes lieux de production, où sont mes marchés. Un de mes grands clients s'appelle Schneider Electric et vous n'êtes pas sans savoir que son président-directeur général, Jean-Pascal Tricoire, s'est installé à Hong Kong il y a quelques années en disant « je me rapproche de mes marchés ». La notion de la localisation n'est pas anecdotique du tout, puisque en se rapprochant de ces marchés et quand on est dans un système de grande entreprise qui fait de la croissance externe autant que de la croissance organique, on se retrouve, ou plus d'ailleurs en l'occurrence, on se retrouve avec des localisations qui sont extrêmement intéressantes et qui sont parfois issues de 50, 60, 100 ans d'histoire locale, pas forcément au bon endroit. Puis arrive le développement extrêmement massif du digital et des services. Et avec des jeunes entreprises qui sont instantanément mondiales dans leur proposition de valeur. Comment et à quel endroit je m'installe pour faire en sorte d'accélérer, de booster ma capacité de développement, de proximité avec le marché, c'est-à-dire ma capacité à générer et à produire la valeur que j'ai conceptualisée, conçue à l'origine. Alors pour ça, pour aller plus loin dans le débat, je vais vous demander de vous joindre à moi pour accueillir nos intervenants. Stéphanie Moriot, Bond Society, architecte. Tiens, Stéphanie, si tu prends un micro et que tu viens par ici. Non, tu parles dans le micro. Bonjour. Donc, je m'appelle Stéphanie Moriot, je suis cofondatrice et architecte de Bond Society et je suis venue vous parler d'habitat.
l'habitat et pourquoi c'est important de relier l'habitat, les lieux de vie et les lieux de travail. Je vais vous parler du co-living. Donc le co-living, d'une manière assez simple, c'est le coworking de l'habitat. Pour vous donner un exemple, à Londres, il y a un espace de co-living qui s'appelle The Collective, qui regroupe 550 entrepreneurs et expats. Ils vivent tous ensemble, ils ont tous un studio privé. Et par ailleurs, ils partagent des services, des espaces communs. Et du coup, ils ont un habitat qui crée beaucoup de valeur par rapport à un logement classique. Chez Bund Society, on pense que le co-living, c'est une des prochaines grandes disruptions de l'immobilier qui permettrait à des acteurs comme Cushman, par exemple, d'offrir à leurs clients une offre de bureaux, de dire venez vous installer à Paris, on va vous trouver les bureaux les plus adaptés à vos besoins, à votre entreprise. Et en plus, on pourrait aussi accompagner votre installation et l'installation de vos collaborateurs sur le territoire. Pour un territoire comme la Défense, ça peut être l'opportunité de devenir encore plus attractif, encore plus compétitif et de faire venir des nouvelles entreprises et des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs sur le territoire. Les entrepreneurs et les expats, quand ils s'installent sur un territoire, ils ont besoin très rapidement de connecter et de créer du lien. Et je suis venue aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler parce qu'en fait, Bund Society fait une étude depuis 6 mois sur l'émergence du co-living dans le monde. Et on a fait le choix en fait d'observer ces nouveaux usages, ces nouveaux besoins et les hommes qui vivent dans ces espaces, les hommes avec un grand H, parce qu'on pense que ce sont les hommes qui sont au cœur de ces écosystèmes et que la manière de développer ces écosystèmes, c'est de passer par le lien et la création de communautés. Voilà. Stéphanie, un grand merci. Installe-toi. On accueille Céline Buchard, Cushman & Wakefield. Alors Céline, comme ça tu pourras rebondir sur l'invitation qui vient de t'être faite, si tu le souhaites, par Stéphanie. Bonjour, donc je suis Céline Buchard, je dirige le département Account Management de Cushman & Wakefield. Ce département a pour objectif d'accompagner les entreprises françaises en France et à l'étranger, justement afin de lier l'écosystème local par rapport à l'écosystème international. Je suis j'ai été invitée effectivement dans l'idée de travailler, d'échanger sur l'international comme facteur clé de la croissance des entreprises. Il est évident que c'est l'international qui va transformer aussi l'entreprise. Et le constat que nous avons pu faire à la fois pratiquement dans l'accompagnement de nos clients, c'est qu'aujourd'hui, la taille n'est plus un élément clé. Je veux dire par là que toutes les entreprises de taille start-up, PME réfléchissent internationalement et ont l'idée de s'implanter. Donc dans cette idée-là, je suis actrice de cette tendance. Pour la petite histoire, notre groupe développe aussi une étude qui parle des tendances des entreprises jusqu'en 2040. Donc j'aurai l'occasion peut-être d'évoquer quelques idées. Merci beaucoup. Alors on va accueillir maintenant Raouti Chehi, Euratechnologies. Raouti, tu nous rejoins? Merci pour lui. Bonjour. Alors, je ne suis pas que Euratechnologies, parce que je suis également en charge de Global Adoption pour la compagnie qui s'appelle Sigfox, qui est un réseau unique en matière de IoT, enfin d'Internet des objets, qui va vachement révolutionner. Excusez-moi, je prends des expressions un peu jeunes, mais je suis vieux. Qui va révolutionner la manière dont on va consommer un certain nombre de choses, et en particulier l'immobilier. Donc, je suis Raouti Chehi, je recommence. Je suis le directeur général d'Euratechnologies et je suis le directeur de Global Adoption pour la compagnie Sigfox. Je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir invité et je repars. En fait, quand on m'a proposé de venir, j'ai regardé le titre et je me suis gratté la tête pendant un petit moment en me disant, est-ce que c'est l'international qui est le moteur de la croissance? Est-ce que c'est les écosystèmes internationaux qui sont moteurs de croissance ou est-ce que c'est les écosystèmes qui sont moteurs de croissance internationale? Et donc, j'essaie de faire un truc qui soit un peu à la frontière de tout.
je gère un des plus gros incubateurs français, basé à Lille, dans le nord de la France. Et un des sujets qu'on adresse tous les jours, c'est la diversification, notamment de la nature des entreprises qu'on accompagne. Donc on est à peu près à 200 entreprises, il y a à peu près 5000 personnes qui travaillent chaque jour là-bas. Et je constate quand même qu'il y a une forme d'uniformisation des personnes. Uniformisation des personnes, c'est un peu pas beau à dire, mais on est quand même globalement sur les mêmes profils, avec des gens qui sont plutôt originaires de la région ou venant d'autres régions françaises. Ce que je constate également, c'est que toutes les entreprises qu'on accompagne à l'international, notamment pour leur développement, font deux choses. La première, c'est que ils souhaitent partir, et quand ils souhaitent partir, ils doivent répondre à deux questions. La première, c'est je vais devoir recruter, et la deuxième, c'est je vais devoir trouver un endroit pour me mettre. Avant, les gens ouvraient un pays et ouvraient des bureaux dans un pays. Aujourd'hui, ils montent des équipes dans un pays, et la résultante, c'est qu'ils doivent trouver des bureaux. Et de plus en plus, on considère l'immobilier as a service, comme étant la résultante d'un projet et plus la raison première pour laquelle il décide de partir. Et donc, l'immobilier doit s'adapter à ça. Et en s'adaptant à ça, il fait face à un certain nombre de choses, notamment l'uniformisation et la standardisation des services, parce que les gens aujourd'hui veulent faire de la customer experience par rapport à l'immobilier. C'est-à-dire que quand je vais dans un pays, je dois pouvoir avoir accédé à un certain nombre de services que j'ai déjà dans le pays d'où je viens. Et donc, il y a une forme d'uniformisation dans l'offre immobilière, notamment à ces jeunes entreprises qui partent dans des pays. Et l'immobilier, aujourd'hui, est en train de s'adapter à ça. Et on se rend compte que plus ça va, plus ça se standardise. Mais plus ça se standardise, et plus il y a un gap entre ce qu'ils sont en droit d'attendre et la capacité qu'ont les écosystèmes locaux à s'adapter en fait à la demande, notamment en termes de contractualisation. Et puis aussi en termes de services qui sont apportés à ceux qui vont utiliser les espaces. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. J'espère que ce n'était pas trop compliqué, mais en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Merci. Merci beaucoup, Raouti. On te retrouve dans 2 minutes. Philippe Boyer, foncière des régions. Je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir avec moi. Merci. Bonjour à tous. Je reste là, c'est ça ? Merci beaucoup, ravi d'être là en effet. Philippe Boyer, moi je suis en charge de l'innovation chez Foncière des Régions. Le Foncière des Régions est un des principaux acteurs immobiliers en Europe, présent sur les secteurs notamment des bureaux et de l'hôtellerie, sur d'autres secteurs également, mais bureaux et hôtellerie sont vraiment notre cœur métier, et ceci en effet en lien avec notre sujet dans nombreux pays européens. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que en 2006 sortait un livre qui s'appelait La Terre est plate. À l'époque, l'auteur de ce livre voulait montrer qu'Internet bouleversait notamment la mondialisation, l'échange de marchandises, mais également qu'Internet chamboulait absolument tout pour lier finalement les hommes les uns aux autres. Aujourd'hui, finalement, on n'est qu'au début de cette mutation numérique, de cette mutation technologique. Et finalement, la Terre est plus plate que jamais. Aujourd'hui, les entreprises, du fait du numérique, sont obligées de s'organiser totalement différemment de ce qu'elles faisaient par le passé. Elles sont obligées, quelque part, d'abandonner les modes d'organisation militaires, pyramidaux, hiérarchiques, pour aller vers des modes d'organisation beaucoup plus horizontaux, beaucoup plus transverses, beaucoup plus participatifs. Et tout ça, notamment, bien sûr, pour améliorer l'attractivité et la productivité. Tout cela a une conséquence immobilière internationale évidente. Et quelque part, l'équation que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui dans cette table ronde, c'est finalement nouvelle forme d'organisation du travail égale nouvelle productivité égale nouvelle forme d'immobilier. Philippe, merci beaucoup. Adrien, do you want to join us back on stage? Voilà. Alors, Adrien a accepté très gentiment. Il comprend le français. Il pense que pour nous, il est préférable qu'il s'exprime en anglais, ce que j'ai trouvé sympathique. Donc, Adrien, on va adopter cette règle et ce principe de fonctionnement. Écoutez, peut-être pour lancer ce débat, n'hésitez pas à vous saisir des micros qui sont à votre disposition. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur le sens et le besoin de l'international. Ça paraît idiot comme question, hein, de l'international. On sait historiquement les entreprises. Je l'ai dit comme exemple tout à l'heure. Je vous ai vu esquisser un sourire, jeune homme au 3e rang. Il faudra que vous nous disiez pourquoi tout à l'heure. Jean-Pascal Tricoire s'est installé près de ces marchés.
hein, un groupe qui est resté français, son headquarters est là, avec une implantation internationale extrêmement lourde. Il vient s'installer symboliquement auprès de ces marchés. Donc ça, c'est une mécanique qu'on connaît. Là, on est en train de parler de ma capacité à accélérer mon implantation parce que je viens dans un lieu qui a été pensé pour ça. Hein, qu'est-ce qu'on vient chercher de nouveau? Tout à l'heure, vous le disiez, Céline, qu'est-ce qu'on vient chercher de nouveau quand on est une start-up, par exemple? Parce que je crois que c'est un élément de nouveauté intéressant qui peut aussi intéresser les grands groupes. Qu'est-ce qu'on vient chercher de nouveau quand on décide de s'installer dans ce qu'on appelle un écosystème qui n'en est peut-être pas nécessairement un, hein, ou alors on parle des grands systèmes, des grands écosystèmes, pardon, d'innovation. Et là, on parle de quelque chose d'un peu différent avec les grands clusters qu'on connaît. Alors, l'objectif d'une entreprise qui va à l'international, effectivement, la première chose, c'est qu'elle regarde si le marché lui correspond. Mais elle va aussi, dans le cadre des startups et de cette nouvelle économie, préserver ou s'assurer qu'il y ait les talents qui conviennent à son écosystème ou à son objectif à elle-même. Et nous avons un client qui a été une start-up, qui est plus qu'une start-up maintenant, je tairai son nom. Elle a été amenée à, quand elle travaille sur un nouveau territoire, elle va regarder avant tout si les talents sont là et si elle peut les capter aisément. Il y a d'autres situations. Il peut y avoir des rachats d'entreprises. Et par le rachat d'entreprises, elle se trouve être située, par exemple, au Texas, mais parce que l'équipe locale est dans la dynamique du développement de la digitalisation et dans la dynamique de son objectif d'entreprise, alors elle va préserver cet écosystème. Céline, quelle question on vous pose? On vous dit, on a besoin de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 500 mètres carrés, 5000 mètres carrés à tel endroit quand on vient vous voir? Alors, en général, effectivement, les personnes avec lesquelles nous travaillons sont spécialisées en immobilier. Il arrive aussi que nous ayons les fonctions de direction générale en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi des secrétaires généraux. Donc, la direction immobilière dit, voilà, je vais avoir à regrouper 2 sites. Puisque nous avons acquis une entreprise, il nous faut absolument regrouper ces 2 implantations pour que la mayonnaise prenne. Et à ce moment-là, puisque Cushman & Wakefield est un groupe mondial et localisé dans beaucoup de villes du monde, il est important pour moi de transmettre la culture de l'entreprise à mon homologue local afin que celui-ci puisse trouver l'opération qui convienne aux clients. Alors, est-ce qu'on vous pose des questions du type, par exemple, si je m'installe là, quels sont les services dont je vais disposer? De quelle façon c'est intégré? Est-ce que ça me connecte à d'autres? Qui est sur place? Est-ce que ces questions-là viennent jusqu'à vous? Ou alors, la question de l'immobilier, finalement, elle a été déjà précadrée par ceux qui vous posent la question? Non, alors, je vous remercie de poser cette question. J'étais la semaine dernière avec un groupe industriel, donc on pourrait penser qu'un groupe industriel... Allez, à toutes les réponses à toutes les questions. Voilà, à toutes les réponses à toutes les questions. Mais non, il a souhaité en premier temps d'analyser le marché. Alors, on parle d'écosystème, on parle de marché. Je sais qu'écosystème est très à la mode. Donc, on va raisonner sur l'écosystème puisque ça croise un peu plus d'acteurs que peut-être le marché. Mais globalement, il cherche à comprendre, le marché. Donc, comment ça vit? Quel est l'environnement dans une capitale donnée? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les entreprises déjà installées? Donc, on parle d'écosystème quelque part pour savoir s'il doit renforcer son implantation ou s'en désengager. C'est très clair. Alors, typiquement, est-ce qu'on vous demande, par exemple, et ce sera un lien immédiat, moi, je me souviens avoir été expat à Singapour avec des relocation services. Alors, on débarquait, on était pris en charge par des gens qui mettaient les trucs dans les conteneurs, qui nous trouvaient tout ce qu'il fallait, les écoles pour les mômes et ainsi de suite. Bon, c'est un modèle qui est quand même extrêmement lourd, extrêmement coûteux. Est-ce qu'on vous demande, est-ce qu'on vous pose la question ou est-ce qu'on attend de vous que vous soyez, par exemple, en contact avec des gens ou des entreprises comme Stéphanie, qui apporte des solutions extraordinairement souples de services autour de ces localisations? Alors, la souplesse, oui.
il y a un vrai trend, quels que soient les continents, quelles que soient les villes où l'implantation est demandée, d'avoir une forme de souplesse. Par contre, les éléments dont a parlé Stéphanie ne sont pas encore demandés. Et peut-être que nous, dans notre proactivité réciproque, on a des choses à faire ensemble pour justement aller chercher cette information, provoquer et amener le client à devenir, entre guillemets, plus digital, plus moderne, plus écosystémique, écosystème... On fait exactement ce qu'on veut. Stéphanie, sur le sujet. Oui, alors le co-living, parce que je me suis pas étalée tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle un habitat moyen terme. Donc l'idée, c'est pas de dire aux gens qui vont aller habiter là-bas pendant 2 ans, 3 ans. C'est vraiment, ça correspond vraiment à une phase de transition et donc d'implantation sur un nouveau territoire. Et ça s'adresse pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant, à plutôt une population jeunes actifs sans enfants célibataires. Et en fait, c'est aussi un moyen pour ces personnes-là de ce que je disais tout à l'heure, de très vite en fait rencontrer du monde, de très vite être connecté avec le territoire et les gens qui sont dans la même situation qu'eux en fait, pour après, s'ils ont besoin ou s'ils ont envie de s'installer plus durablement ou de se sédentariser, de faire leur choix et de sortir de ce système de co-living en fait. Stéphanie, dans cette brique d'agilité, de souplesse, de capacité à être très rapidement présent, sans les fortunes que ça coûtait il y a quelques années, sur un nouveau territoire, moi j'ai 3 images ou 4 qui me viennent à l'esprit. J'ai Erasmus, j'ai l'auberge espagnole, j'ai les auberges de jeunesse au sens moins espagnol que ce que je viens d'évoquer là. J'ai les colloques. Je crois, je sais pas combien d'entre nous ont été colocs un jour, mais enfin c'était un des moyens qu'on avait trouvé pour dépenser moins d'argent et être au cœur de là où ça se passe. Le co-living, qu'est-ce que c'est en plus que ça ? Alors, le co-living, effectivement, ça se rapproche beaucoup du modèle de la coloc. Alors, ça ne s'adresse pas aux étudiants. Donc, c'est déjà par rapport à l'auberge de jeunesse ou Erasmus. Oui. Ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. La première composante du co-living qui est différenciante, c'est que vous avez un niveau d'intimité qui est similaire à avoir votre appartement. C'est-à-dire que c'est pas de la colocation. On peut pas rentrer dans votre chambre comme dans un moulin, j'ai fait de la colocation, je sais que ça peut être aussi une problématique. Ensuite, vous avez une couche de service qui facilite aussi énormément la vie ensemble. Donc c'est des services qui sont proches des services hôteliers, de ménage, de conciergerie, etc. Et puis, vous avez aussi toute la composante d'animation du lieu, qui n'est pas du tout le cas dans une colocation. C'est-à-dire que dans une colocation, ce qui se passe en général, c'est que on est avec des amis, ou on part en Erasmus, on rencontre des gens, on se dit ok, on prend un appart ensemble, et puis voilà. Là, on book sa chambre sur Internet, on arrive avec ses valises, on pose ses valises, tout est prêt. Et si on a envie de rencontrer du monde, il y a des événements très réguliers qui sont organisés, mais c'est vraiment un peu le modèle du coworking et de cette composante de communauté qui est hyper importante en fait dans ces espaces partagés. Et c'est ça qui est très différenciant pour le co-living. Et vous n'êtes pas non plus dépendant si vous rendez votre chambre. Il y a très peu d'engagement parce que c'est flexible. C'est pas votre coloc à côté qui va devoir payer votre loyer. Et du coup, ça fluidifie beaucoup en fait la mobilité des gens. Voilà en quoi c'est différenciant. Extrêmement clair. Alors, Raouti, on en parlait, et puis tu as bien cadré le sujet tout à l'heure. Quand on est le patron à la tête d'un incubateur, qu'est-ce qu'on offre comme package de services pour faciliter l'expression internationale d'un business model qui a été développé localement chez toi, mais parce qu'il est de service, parce qu'il est fondamentalement digital, il est capable de satisfaire des besoins au-delà du territoire qui a hébergé sa genèse, mais bien évidemment avec un grand enjeu qui est de comprendre les modes de fonctionnement du marché sur lequel il veut s'implanter, et puis d'aller chercher les leviers écosystémiques, pour reprendre cette expression utilisée par Céline tout à l'heure, d'accélération de sa développement et de son développement, et de limitation des coûts qui y sont associés. Très concrètement, quand vous managez un incubateur, accélérateur, un écosystème d'entreprises, notamment digitales, la question de l'international est fondamentale. C'est-à-dire que d'emblée,
tout de suite, le marché des gens que vous accompagnez est un marché mondial. Et donc, vous devez absolument... Potentiellement mondial. Vas-y, non, sur cette hypothèse. Il est mondial parce qu'il s'appuie généralement sur les technologies qui sont mondiales. Et donc le marché, il est potentiellement mondial. Si tu veux que je dise ça, je le dis, mais j'y crois en plus. Mais très concrètement, on se rend compte que dans les services d'accompagnement de ces entreprises-là, notamment faire le product market fit, d'emblée, on regarde quelle est la taille du marché et on regarde comment le produit ou le service ou la solution fit avec le marché. Et on se rend compte très rapidement que il faut considérer notamment cet aspect-là comme étant un aspect d'emblée mondial. Et donc, on essaie de faire en sorte que toutes les entreprises qu'on accompagne soient en mode international from day one. Et donc, tout l'accompagnement qui est fait est un accompagnement qui est fait en anglais majoritairement, parce que c'est la langue qui est aujourd'hui parlée sur ces marchés-là. Et d'emblée, on leur ouvre les chakras sur les opportunités d'aller chercher de la croissance à l'international. Une fois qu'on a dit ça, on s'est mis un peu dans la merde, parce que après, il faut le faire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a fait ça, on a d'emblée monté dans plusieurs pays dans le monde. C'est-à-dire, on l'a fait au Brésil, aux États-Unis, deux bureaux. On a fait à Shanghai, à Dubaï. On a monté quelques bureaux, entre guillemets, qui sont des SaaS avancés, en tout cas des trucs un peu avancés, qui permettent d'aller mettre nos entreprises qui se préparaient à aller sur le marché en immersion pour faire une étape intermédiaire en fait à l'implantation. Et on s'est rendu compte qu'on s'est retrouvé avec des entreprises, par exemple, je peux en citer 2 ou 3, qui avaient 12-13 salariés et qui étaient déjà des Follow the Sun Company qui fonctionnaient sur des 24 heures. Donc elles avaient leur équipe marketing, vente, etc. Comme aux États-Unis, sur la côte ouest. Elles avaient une autre équipe de sales sur la côte est. Elles avaient le centre de R&D en France, et notamment dans notre incubateur, où il y avait le plus gros des emplois, parce qu'en plus, avec le crédit d'impôt, elles pouvaient en fait bénéficier aussi d'aide de la part du gouvernement français. Et puis, pour certaines qui faisaient du hardware, elles avaient des centres de développement ou de build ou de factory à Shenzhen. Et donc, on avait des entreprises de 10, 15, 20 salariés qui étaient déjà sur 2-3 continents. Et ça a été rendu possible parce qu'en fait, on avait monté nos antennes dans ces pays-là et que ça leur permettait de gagner du temps parce qu'en fait, elles ont un run qui est assez court, mais également d'être connectées directement aux opportunités de développement, que ce soit marché, financement ou fabrication de produits dans les zones dans lesquelles on était basé. Et donc, très concrètement, c'est les services qu'on a amenés à ces gens-là et qu'on continue d'amener à ces gens-là. Et entre guillemets, on packagé ça sous une forme qui s'appelait un programme d'accélération dans un pays qui comprenait tout, depuis les premiers pas sur le pays jusqu'à la localisation, l'implantation, voire même la localisation en langue des produits. Tout à l'heure, tu parlais d'uniformisation. Je crois qu'on est un certain nombre dans la salle à être plutôt proche de la cinquantaine que de la vingtaine. Et parmi ceux-là, ceux qui ont voyagé ont tous vécu l'apparition d'une espèce de monde complètement plat, hein, où finalement on passe d'un truc qui ressemble à un truc qu'on connaît déjà parce que c'est au coin de sa rue. C'est-à-dire que les 4 temps à la Défense, c'est la meilleure illustration. Hein. On les retrouve absolument partout maintenant, avec les mêmes enseignes et les mêmes trucs. Est-ce que cette uniformisation est un truc que tu vas rechercher ou est-ce que la standardisation, parce que ça facilite Ça rassure. Le fait de rentrer dans un incubateur qu'on connaît en France et on va dans un incubateur accélérateur, je sais pas moi, à San Francisco ou à Shanghai, on a à peu près les mêmes environnements, les mêmes architectures, les mêmes textures, les mêmes phrases sur les murs qui disent qu'il faut penser grand, etc. Les mêmes tables de ping-pong et les mêmes post-it sur les murs. Alors, moi, je ne suis pas pour ça. Après, ça existe et ça rassure quelque part. On a l'impression d'être dans un sentiment d'appartenance. On fait société avec ces gens-là et quelque part, on est à peu près sur le même wording quand on parle de son entreprise. Donc, on parle de levée de fonds, on parle de recrutement, on parle de go-to-market, on parle de tout ça. Donc, il y a à la fois des lieux, des modes d'expression, mais également des stratégies qui sont à peu près les mêmes et qui respectent un peu un cycle entre l'amorçage, la série A, la série B, etc., etc. Et on sait à peu près dire où sont les gens en fonction de ce qu'ils nous disent en termes de maturité.
Mais là où ça, moi, me pose quelques petits problèmes, c'est que ça n'est que la partie amorçage de l'entreprise. On a besoin après que ces entreprises-là soient de vrais acteurs qui rentrent en compétition sur les territoires sur lesquels elles sont. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent sur un marché pour prendre des parts de marché. Et là, la compétition est tout autre. Et là, il faut gagner du temps, il faut éviter les erreurs, les écueils, etc. Donc tous ces trucs-là sont plutôt pour moi des commodités. C'est-à-dire pouvoir avoir un accès à Internet très haut débit en fibre dans une zone, c'est un standard. Par contre, pouvoir recruter la bonne personne au bon endroit pour faire le bon chiffre d'affaires sur le bon marché, ça, c'est là où est la complexité. C'est-à-dire l'accès au talent. Et Sigfox est en train de bien le faire. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire d'un côté fournisseur de solutions pour des startups et de l'autre côté vivre au quotidien l'adoption d'une technologie dans une entreprise qui, pour moi, va être un des hits en termes de technologie, une boîte française qui va être pour moi une success story, qui est Sigfox. En tout cas, c'est bien parti. On espère tous que ça se passera parce que justement, cette entreprise a compris à un moment donné. On est sur 40 pays aujourd'hui. Ça reste une start-up, mais qui est sur 40 pays avec 400 personnes et qui couvre à peu près 1 milliard de personnes avec sa technologie. Et on se rend compte que là où la différence a été faite, c'est sur le choix des talents. Et c'est finalement peu sur les commodités qui sont le monde auquel on assiste avec une forme de standardisation ou d'uniformisation des services qui sont amenés. Et là-dedans, l'immobilier, c'est vraiment, enfin je ne le dis pas pour être condescendant, mais désagréable. Mais on s'est rendu compte que c'est plus la raison numéro 1 pour laquelle les gens... ça devient une commodité, ça devient un service dont tu as besoin parce que tu n'as pas le choix que de mettre des équipes dans un endroit donné. Et de plus en plus, on assiste je dirais, pas la vulgarisation de l'immobilier, mais en tout cas la simplification dans l'accès à l'immobilier, parce qu'on commence à avoir des trucs à 190 € par mois, par poste, la desquisation, je vais appeler ça la desquisation de l'immobilier, où tu viens consommer du desk et non plus un ensemble global. Alors, Céline, j'ai été un peu long, désolé. Hein. On voit apparaître, et là, d'une certaine façon, pas pour la première fois, mais on voit apparaître très clairement la notion d'éco. Parce que jusque-là, on parle d'infrastructure, on parle de système. Les gens qui conçoivent les systèmes, et je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand McKinsey a commencé son baromètre sur les clusters d'innovation, comment ça marche un cluster d'innovation? Comment est-ce que River Valley devient le pôle des services? Évidemment la vallée pour le digital, Boston et ainsi de suite. Comment est-ce que Grenoble est le lieu quand même mondial, de réputation mondiale pour tout ce qui est autour des micro-nano et puis du logiciel embarqué, donc toutes les couches basses qui permettent de connecter des systèmes par voie d'IoT d'ailleurs, avec des couches d'edge control pour ceux qui voient de quoi je parle. Tout un ensemble et une capacité de développement de portefeuille de services. Ça, c'est de l'infrastructure. Pour moi, c'est pas de l'écosystème, c'est du système. Et on voit au travers de l'angle que tu apportes, Lara Auti, on passera la parole à Adrienne là-dessus parce que du coup, ça prend tout son sens. Apparaître la notion éco, c'est-à-dire ce que l'individu que je vais aller choper sur un nouveau territoire va m'apporter dans la capacité à construire autour de ce socle toute la vie qui va avec, quoi, hein, pour faire simple. Alors, Philippe. Ouais, alors Céline, c'était. Tu veux rebondir, Céline? Vas-y, rebondir ensuite, Philippe. Je voulais juste rebondir sur l'argumentaire comme quoi l'immobilier n'était plus la clé, enfin, de la mise en œuvre d'une stratégie. Je pense que je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment, parce que au quotidien, et c'est notre quotidien chez Cushman & Wakefield, c'est de répondre par l'immobilier à la mise en œuvre de la stratégie. Donc, bien sûr, tous les standards dont tu as fait part sont à être intégrés dans l'immobilier. Mais au-delà de cela, un immeuble A est différent d'un immeuble B pour répondre à la mise en œuvre. Et par conséquent, la localisation de l'immeuble est importante parce que nos talents, si demain nos talents, on les capte parce qu'ils ont l'intelligence voulue pour développer la dynamique de l'entreprise, pas de problème, il faut les garder. Et tu sais quoi ? Il y a des sociétés qui embauchent des talents. L'immeuble, a priori, n'est peut-être pas en adéquate avec ces jeunes personnes. Et par conséquent, au bout de 15 jours, les talents s'en vont. Mais donc, l'immeuble... Je suis à 100% d'accord. Ce que je dis, c'est que... J'ai pas dit que moi, je pensais ça. J'ai dit que j'assistais à ça. Et je constate que dans les priorités de choix... Malheureusement, parfois, certaines entreprises considèrent l'immobilier comme le dernier truc, alors que on se rend compte que les endroits où les gens travaillent sont quand même super importants.
Et parfois, il y a des erreurs qui sont commises parce qu'à un moment donné, les choix ne sont pas bien faits. Ouais. Après, moi, en tant qu'Euratech, c'est 100 000 mètres carrés de bureau. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui devant tout le monde, l'immobilier, ça ne sert à rien. Je dis juste, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer où on est en train d'assister à une forme d'esquisation de l'immobilier, où l'immobilier n'est plus considéré, alors que pour moi, c'est une valeur fondamentale dans la construction de lieux. On ne peut pas faire sans. Donc je dis attention quand même à bien comprendre ce que j'ai dit. J'ai pas dit que j'étais pour, j'ai dit que j'ai constaté ça. Philippe On avait dit qu'on s'engueulerait, donc c'est bien. Le point de vue de la foncière des Voilà, régions. ça commence à partir, c'est bien. Non, je crois que la banalisation de l'immobilier, c'était avant. C'est-à-dire que lorsque tous les immeubles de bureaux se ressemblaient. Aujourd'hui, en effet, avec tout ce qu'on a entendu sur la flexibilité, sur la souplesse, sur l'immobilier en tant qu'attrait de talent, l'immobilier aujourd'hui n'a rien d'un produit standard et va de plus en plus muter vers un produit qui va s'adapter aux besoins de plus en plus précis et réels des entreprises par pays. Nous, chez Foncière des Régions, on a la grande chance d'être un peu une vigie très particulière puisqu'on a comme clients des grands groupes internationaux qui nous sollicitent sur leur immobilier pour aller s'implanter dans d'autres pays, en matière de bureaux, mais également en matière d'hôtellerie. Donc on est vraiment quelque part aux avant-postes de toute cette tendance-là. Et en effet, on s'aperçoit que l'immobilier va gagner en force parce que ça va être un produit de plus en plus d'attrait des talents, d'attractivité. Bien sûr, il devra être modulé avec des éléments de souplesse juridique de plus en plus, le bail versus d'autres formes qui ne manqueront pas en effet d'apparaître dans les prochaines années. Mais c'est au contraire de plus en plus un produit, ça le sera évidemment un produit central. Alors, peut-être Adrien, pour ajouter la dernière petite touche dans la version éco, c'est-à-dire centrée sur l'individu, sur le plaisir d'être dans un lieu où on va s'installer temporairement ou durablement. La dimension culturelle, on la joue comment? Comment est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ajoute, d'ailleurs, et comment est-ce qu'elle se matérialise dans les choix de localisation? Well, character, I suppose. Is what's added, but you know, the conversation's slightly polarized. There are some things that we want standardized and homogenized, and there are some things that we desperately don't want to be standard and homogenized. If you look at what makes people decide about relocation, for example, the first issue is actually public safety. We don't like going to places that are dangerous, and we don't like taking our families to places that are dangerous. The second thing is usually transport. It's usually, we don't like necessarily going to cities like Kuala Lumpur or Jakarta or Los Angeles, where you can't move around very easily. The third is usually access to education. And then comes what much of I've been talking about, and in a sense we've all been talking about, which is the character of place and the character of the individual workplace. That doesn't mean that they're not incredibly important, but it does mean that we can lose sight of those things, those larger things that profoundly influence those decisions. But I think that the character of place is incredibly important. I mean, being Forth is important because there are probably hundreds of factors that we take into account. But the character of the place includes its architecture, it includes its public spaces, it includes the sense of a strong civic identity, it includes the ability to have access to high culture and popular culture, even if you don't necessarily use it. There is an amenity value, there is a psychological value to having it there. And I think that if you look at people, if you look at those areas that where clearly there are creative synergies, it is most unusual that larger environment is a sterile one. Thank you, Adrian. Merci beaucoup. Alors, on va prendre des questions de la salle. Je vais partager avec vous pour en guise de conclusion, de points. Il y a encore 1 an et demi, on m'a apporté des dossiers sur les localisations, les machins, les trucs. J'étais dans un grand groupe de conseil français. Là, depuis 1 an, j'ai refondé une start-up. Je cherche 500 mètres carrés, et c'est en lien avec ce que vous disiez évidemment, dans Paris. Et je suis halluciné par la difficulté à trouver la bonne équation entre la hauteur de plafond, la lumière du jour, la construction de l'espace. Pas tellement parce que j'ai des problématiques, je sais pas quoi, diverses et variées de coûts au mètre carré, ainsi de suite, mais parce que j'ai besoin de me voir dans le lieu d'implantation. J'ai besoin que ça me parle comme à la maison. Hier, il y avait une intervenante qui disait nous, on a installé notre start-up
dans une maison, avec des lieux différents. Donc, sur cette idée-là, finalement, que comment est-ce qu'on trouve le reflet de ce qu'on a envie d'être dans les choix de localisation, comment on s'appuie sur des écosystèmes existants, ou des clusters en tout cas, ou des systèmes existants, pour booster son développement à l'international, ou s'appuyer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois que c'est comme ça que ça marche, non? C'est Julien? C'est moi, mais sauf si certaines Vas-y, personnes ont très des bien. questions, n'hésitez pas. Hein Non, j'avais une petite question déjà par rapport au titre. Si on peut juste remettre le titre. Je bouscule la régie, je suis désolé, mais parce que je ne l'ai pas par cœur, sinon je vais reprendre mon petit programme. Ça va aller plus vite. Merci. Quand l'international devient le moteur de croissance d'un écosystème. Est-ce que on a beaucoup parlé du levier immobilier? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, voilà. Mais en tout cas, de la nécessité de la présence physique incarnée par l'immobilier dans des zones internationales. Est-ce que pour se développer à l'international, aujourd'hui, et notamment si je reprends ce que vous disiez, Fabien, on sort les sites de production et on se focalise sur le service et les acteurs du digital, on a besoin d'être présent forcément physiquement sur nos zones internationales qu'on vise. Il y a quelques années, on a inventé un truc qui s'appelle le Figital. Je crois que c'est ça dont Julien est en train de parler, non? C'est pas ça? Ouais. La continuité d'expérience. Est-ce qu'on a besoin de se déplacer? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se déplacer? C'est la question, Julien? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut attaquer un marché on voit beaucoup à la fois de startups faire des levées vraiment spécialisées pour leur développement à l'international, parfois des très grosses levées d'ailleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont capables, petits ou gros, qui sont capables d'attaquer un marché international sans avoir besoin d'y être vraiment, de recruter des gens là-bas et de s'installer là-bas? Allez, Céline, pour te lancer, Alors, est-ce que WeWork, ça suffit? Alors moi j'ai l'expérience de clients qui s'implantent, donc j'ai un petit peu de mal à répondre à la question sur les autres sociétés, mais globalement ce qui est sûr c'est que sur le panel des startups, il y a une vraie croissance. Je crois qu'entre 2006 et 2011, la croissance de l'implantation à l'international est de plus 37% par an. Je parle des petites structures. Donc il y a une vraie tendance à vouloir être localisé par des filiales, par un bureau dans le pays concerné. Alors l'intérêt, on imagine, ça correspond au fait de toucher l'écosystème. Il faut trouver dans cette implantation la traduction de la culture locale, de mon point de vue. Rauti, là-dessus, J'espère qu'on y arrivera, pour plein de raisons, et notamment des raisons d'empreinte carbone, par exemple, ou de culture. Je pense pas que ce soit possible aujourd'hui. Même ceux qui ont essayé, ceux qui ont fait des marketplaces, par exemple, vous prenez des Alibaba, des Amazon, ils ont fini par s'implanter dans des pays. Mais je pense que des technos comme l'IoT ou la blockchain, par exemple, voire tout ce qui est autour des fintech, devrait permettre à terme de plus avoir besoin de se mettre dans un pays pour pouvoir y opérer. On y en est encore très loin, je pense. On a toujours besoin encore de toucher les gens, de leur parler, même si on leur vend de la technologie. Je crois qu'on a encore besoin d'être présent sur un marché pour pouvoir le conquérir. Mais je pense qu'à terme, on y arrivera. Quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je vois autour de la blockchain me laisse penser qu'à un moment donné, voir des gens, c'est se sécuriser sur la relation. Donc, je pense qu'à terme, on y arrivera. Alibaba qui a pris plusieurs dizaines de mètres carrés ou de postes de travail, on va parler comme ça, chez Spaces, rue Réaumur. On les a vus il y a 2 jours. Oui, bonjour, moi je... Allez-y, en parlant dedans. Oui, très c'est bien. bon. Moi, je dirige le département Project Management de Cushman & Wakefield, donc je travaille beaucoup avec Céline. Voilà, on est un peu complices. Alors, juste pour citer quelques startups qui n'en sont plus mondiales, qui sont venues s'implanter en France et qui ont démarré dans les Nextdoor, dans les WeWork. Nous avons implanté Facebook, qui a commencé dans des espaces de coworking. Nous avons implanté Twitter, qui a commencé dans des espaces de coworking. Nous avons implanté Uber, qui a commencé dans des espaces de coworking, et nous avons développé un peu plus Sigfox, qui a démarré petit et qui grandit, et qui a donc pris à bail récemment de nouveaux locaux, un peu plus grands que les premiers. Rue de Wagram. Voilà. Et nous avions
avant implanté TripAdvisor La Fourchette, qui avait aussi démarré dans des espaces de coworking. Rue de Londres. Rue de Londres, voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est vrai qu'on reconnaît le terrain, on démarre dans des espaces de coworking et petit à petit, on a envie de se créer quand même son identité, de retrouver cet écosystème international dans les pays. Et enfin, pour les entreprises dont je parle, c'est ce qui a été le cas. Voilà. Très clair. Merci. Est-ce que Rauti? Voilà, non, mais c'est la tendance dont je parlais quand on a à l'époque ouvert nos antennes dans les différents pays. C'était juste pour minimiser le risque de l'implantation. Et même ces grosses entreprises-là l'ont fait. C'est-à-dire, je veux pouvoir avoir un truc simple, avoir accès simplement à quelque chose sans m'engager et pouvoir me désengager simplement. Très clair. Bonjour, je m'appelle Nicolas Boteau, je suis administrateur de biens et transactionnaire. Ma question s'adresse plus spécifiquement à Madame Bouchard et peut-être à Monsieur Boyer. On les connaît par leur prénom, donc. Pardon. Alors donc. C'est pas grave. C'est Allez-y, Philippe. D'ailleurs, ma question provient d'une réaction de Stéphanie Morio, liée les attentes des membres d'équipe à titre personnel en immobilier à ceux de leur entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouvera peut-être un jour dans l'offre de sociétés comme Cushman ou comme Foncière des Régions? Je m'explique. Quand vous avez une équipe qui arrive à l'international et qui est complètement perdue, qui ne sait pas où habiter personnellement, est-ce que vous allez vous en occuper ou est-ce que ça dépasse complètement le cadre? Merci. Alors, j'ai aperçu mon président tout à l'heure dans la salle. Il ne faut pas dire de bêtises, là, Céline. Je trouve que c'est assez pertinent du fait de tout ce que l'on se dit aujourd'hui, à savoir la transversalité, la compréhension de l'individu pour qu'il soit bien à l'extérieur et à l'intérieur. Et je ne citerai pas, parce que je ne me permettrai pas de citer tout de suite quelques clients avec lesquels je travaille, mais l'un d'entre eux, dans le choix d'un immeuble, pour le coup pas forcément international à Paris, avait aussi en tête d'acheter des habitations à toute proximité du site cible. L'idée étant, dehors, dedans, notre digitalisation par nos outils d'iPhone, qu'ils soient rendus physiquement par l'implantation de l'immeuble, puisque on puisse prendre très très peu de temps entre le moment où nous sommes dans l'immeuble et le moment où on rentre chez soi. C'est un peu à la méthode Facebook, hein, quand même. Voilà, c'est la tendance. Maintenant, je ne peux pas répondre à la question sur l'investissement du groupe Cushman Wakefield dans... mais la bonne personne est dans les murs, si vous voulez l'avoir. Vous avez compris, Philippe? Très rapidement, merci Céline. Juste en effet un complément. Moi, je dirais qu'en effet, le métier des foncières évolue. On n'est plus seulement sur la dimension purement et simplement location des espaces. On est sur le point, nous, de lancer une offre de coworking de manière à accompagner nos principaux clients vers les demandes de plus en plus différentes exprimées par ces clients-là et aussi par leurs salariés. Je pense que demain, en tout cas, c'est une hypothèse personnelle. Là encore, nous, autant on développe le coworking, autant sur ce que je vais dire là, c'est peut-être des futurs sujets d'innovation. Mais je pense de plus en plus, il faudra qu'on aille sur toutes ces notions de bien-être, toutes ces notions d'accompagnement, en particulier à une dimension internationale, accompagner dans un pays, devront peut-être de plus en plus être des dimensions que nous devrons intégrer. Au final, l'immobilier, c'est très lié à la dimension ressources humaines, quelque part dans toutes ses composantes. Et donc, j'imagine que demain, les acteurs principaux de l'immobilier que nous sommes pourront ou devront, entre guillemets, déborder pour aller de plus en plus vers ces notions-là de bien-être dans tous les sens du terme, y compris au sens familial et y compris au sens de ressources humaines. C'est une hypothèse personnelle. Stéphanie, très rapidement, oui. Je me permets très rapidement, mais en fait, l'idée du co-living, c'est pas forcément, et j'ai tendu un peu la perche tout à l'heure, mais l'idée, c'est pas forcément en fait de réunir vraiment lieu de vie, lieu de travail, parce que je pense qu'il y a aussi une importance de garder les deux séparés, mais c'est de pouvoir offrir un service, parce qu'en fait, le co-living, c'est un peu de house as a service, enfin, voilà, donc c'est une nouvelle offre de service, et c'est là-dedans, c'est de cette manière-là où c'est intéressant en fait je pense de s'intéresser au sujet qui vraiment, je pense, est amené à vraiment se développer à l'échelle mondiale et internationale
dans les prochaines années. Très clair. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je repars de cet échange en me disant finalement Le Corbusier, la City Radio, c'était pas complètement déconnant. La table ronde d'avant a parlé de la reverticalisation des écosystèmes. On entend dire, nos amis de Cushman, que finalement, d'abord, on vient de tester un truc qui est facile là, avec les prestataires, ceux qui proposent des espaces de travail fragmentés avec une très grande facilité d'accès parce qu'il y a beaucoup de mutualisation de services divers et variés. Et puis quand même, on se referme. On se réextrait de ce truc-là pour retrouver son identité et la constituer. Cette tendance là qu'on touche du doigt entre standardisation, facilité d'accès à l'international, la question du digital d'ailleurs et ainsi de suite, qui permettra peut-être d'éviter les empreintes carbone, Rahoti, tu le rappelais tout à l'heure, terribles qu'on a tous à notre actif. Cette tendance-là, j'ai l'impression que elle n'est pas encore complètement mûre en termes de package de services et de compréhension de toute la dimension éco que j'associe moi volontairement dans cette table ronde à la place centrale des collaborateurs dont on a besoin de s'adjoindre les services, l'intention, l'énergie, la volonté de construire quand on va se développer sur d'autres marchés, dans d'autres systèmes ou urbains en l'occurrence, ou écosystèmes s'il s'agit de trouver les bons partenaires de jeu pour augmenter la performance qu'on a sur de nouveaux marchés. Un très très grand merci à tous les 5 de nous avoir rejoints aujourd'hui.